La légende du mont Fuji. Lorsque j'avais 31 ans, j'ai rencontré un homme qui m'a raconté l'une des histoires les plus fantastiques que j'ai eu la chance d'entendre. Je vais à mon tour essayer de vous la narrer du mieux possible. Mais cela fait maintenant 25 ans et il se peut que j'ai oublié quelques détails au fil des années. C'était lors de mon premier voyage au Japon. J'étais adossé à la fenêtre d'un bus qui montait au pied du mont Fuji. Avec une quinzaine de personnes, nous avions quitté Tokyo 2 heures plus tôt, bien décidés à conquérir le plus haut sommet du Japon. Les yeux rivés par la fenêtre, je ne voyais pas grand-chose. Il y avait des branches et des arbustes touffus qui poussaient le long de la route éclairée par les phares. Mais le reste de la montagne était plongé dans l'obscurité. J'ai fermé les yeux et j'ai écouté le bruit du moteur qui s'intensifiait alors que la pente devenait de plus en plus raide. Je dois l'admettre, je n'étais pas la personne la plus sportive du monde et j'avais un peu peur à l'idée d'escalader cette montagne. Les lumières du plafonnier se sont allumées lorsque nous sommes arrivés au camp de base, à environ 1800 mètres d'altitude. Les autres passagers du bus ont commencé à rassembler leurs affaires. J'ai reconnu au moins 4 langues différentes: le japonais, l'anglais, l'espagnol et l'allemand. De nombreux randonneurs avaient des bâtons, des chaussures de marche et des vêtements chauds. Je me suis demandé si je réussirais à atteindre le sommet de la montagne avec mes chaussures de course et mon jean usé. Nous sommes descendus du bus un par un. Lorsque mon tour est arrivé, je me suis arrêté pour laisser passer l'homme qui était en face de moi. Son visage était très ridé et il portait une petite barbe grise et blanche. Je me suis dit qu'il devait avoir au moins 70 ans. Il m'a souri en montrant le couloir du bus avec sa main. « Après vous », a-t-il ajouté avec un accent japonais. Je suis descendu du bus et j'ai posé le pied sur la montagne. La roche volcanique craquait sous mes pieds tandis que je marchais vers la boutique de souvenirs à côté du bus. En entrant dans le magasin, j'ai regardé ma montre. Il me restait encore une demi-heure avant de devoir commencer mon ascension. D'après ce qu'on m'avait dit, le lever du soleil depuis le sommet du mont Fuji était un spectacle absolument magique. Je ne voulais surtout pas arriver trop tard, mais je ne voulais pas non plus arriver trop tôt et devoir attendre pendant des heures au sommet de la montagne. J'ai passé une quinzaine de minutes dans la boutique à regarder les souvenirs. Il y avait des aimants, des cartes postales, des animaux en peluche habillés en kimono et des rangées entières de baguettes taillées à la main. L'odeur du thé d'orge fraîchement infusé flottait dans les airs. Elle provenait d'un petit café attenant à la boutique. J'ai commandé une tasse de thé et je me suis assis à côté d'une fenêtre. Au-dessus de moi, un haut-parleur diffusait une musique douce. J'étais tellement détendu que j'avais peur de m'endormir avant même de commencer mon ascension. Après quelques instants, le vieil homme du bus s'est approché de moi
avec une tasse entre les mains. « Puis-je m'asseoir » m'a-t-il demandé. « Bien sûr » lui ai-je répondu. L'homme s'est assis en face de moi et a posé sa tasse sur la table. Nous n'avons pas prononcé un mot pendant plusieurs minutes. Nous sommes restés assis, les mains sur les cuisses, à regarder la vapeur s'échapper lentement de nos tasses de thé. Nous étions déjà à mi-hauteur de la montagne, mais il faisait si noir dehors que je ne voyais rien d'autre que nos propres reflets dans la fenêtre. Finalement, le vieil homme m'a demandé « Qu'est-ce qui vous amène au Japon ?» C'était une bonne question, et j'aurais aimé avoir une bonne réponse à lui apporter. Pour être honnête, j'étais probablement venu pour la même raison que la plupart des centaines de milliers de personnes qui viennent escalader le mont Fuji chaque année. J'avais quitté mon job de directeur d'agence bancaire, un travail stable, mais monotone. Je voyageais à travers le monde pour chercher ce que je voulais faire vraiment avant de reprendre ma carrière. Et quel meilleur endroit que le pays du soleil levant pour espérer un véritable éveil spirituel. « Je cherche quelque chose », lui ai-je alors répondu. L'homme a hoché la tête, comme s'il comprenait parfaitement. « Je grimpe au sommet du mont tous les ans », a-t-il confié. « Et tous les ans, je rencontre quelqu'un qui vient pour cette même raison. » Nous avons fini notre thé et je lui ai souhaité bonne chance pour son ascension avant de le quitter. Il m'a dit qu'il s'appelait Haruto et je me souviens avoir prononcé son nom à haute voix pour m'en souvenir plus facilement. Je suis sorti de la boutique de souvenirs et j'ai cherché le sentier qui menait jusqu'au sommet. Plusieurs panneaux fléchés m'ont guidé jusqu'au départ du sentier. J'ai sorti une lampe torche de mon sac à dos et je l'ai allumée pour pouvoir distinguer le sol rouge et gris sous mes pieds. Pendant la première demi-heure de mon trajet, des lumières éclairaient les bords du sentier. Le chemin zigzaguait sur le flanc de la montagne avant de disparaître derrière les nuages, loin au-dessus de moi. Le début de la randonnée était relativement simple, car la pente était progressive et le sol du sentier était bien compact. Mais au bout d'une heure environ, j'ai commencé à me sentir étourdi à cause de l'altitude. Je me suis assis sur un rocher et j'ai mangé ma première collation, un gâteau de riz blanc fourré aux haricots rouges sucrés. Puis, j'ai attendu quelques instants que mon corps s'habitue à l'altitude. Au bout de quelques minutes, j'ai vu un homme vêtu d'un épais manteau bleu gravir la montagne. Lorsqu'il s'est approché, j'ai reconnu Haruto. Il tenait une petite lampe de poche dans sa main gauche. Son autre main était posée dans le bas de son dos. Il a souri en me voyant. « Cette montagne est trop facile pour vous », lui ai-je dit. « Je l'ai déjà gravie de nombreuses fois », m'a-t-il répondu. « Je sais quand je dois me reposer. » Il s'est assis à côté de moi et il a sorti de son sac une boîte en plastique remplie de poires japonaises blanches coupées en tranches.
Il m'en a offert un morceau. J'ai croqué dedans et j'ai savouré longuement son goût sucré sur ma langue. J'ai regardé en l'air, là où les lumières sur le bord du sentier se fondaient dans les nuages. J'ai entendu dire que la montagne pouvait entrer en éruption à tout moment, ai-je dit. Il a suivi mon regard vers les nuages avant de se mettre à rire. Elle ne va pas entrer en éruption, m'a-t-il répondu. Elle pourrait, ai-je insisté. Le volcan ne s'est pas réveillé depuis plus de 300 ans. Peut-être que ce moment est venu. Le vieil homme s'est mis à rire de nouveau. Il ne va pas entrer en éruption. Vous ne connaissez pas la légende de la montagne ? Je lui ai fait nom de la tête. J'avais lu plusieurs histoires sur la montagne avant mon voyage, mais je ne m'en souvenais pas dans les détails. Et puis, c'était sûrement plus intéressant de les entendre raconter par ce vieil homme que de les lire dans un livre. L'homme s'est éclairci la voix et a commencé à raconter son histoire. Il y a très longtemps, il y avait un village au pied de cette montagne. C'est dans ce village que les jeunes samouraïs venaient se perfectionner avant de partir au combat. C'était un petit village, mais les guerriers voyageaient de très loin, parfois même depuis Hokkaido, pour avoir la chance de s'entraîner auprès de grands maîtres samouraïs au pied du mont Fuji. Mais les villageois avaient un problème. Même les guerriers, aussi puissants qu'ils fussent, avaient peur de Kemuri, le dragon qui vivait dans la montagne. Ce dragon était gigantesque. Son corps était aussi large que le cratère au sommet de la montagne. Lorsqu'il sortait la tête du volcan, le bout de sa queue pendait près du sol, 3700 mètres plus bas. Le dragon vivait dans la montagne depuis très longtemps, bien avant l'arrivée des premiers habitants du village. Il vivait généralement en harmonie, mais depuis quelque temps, le dragon commençait à leur causer des soucis. Une fois par semaine, il sortait de son repère et crachait une longue flamme haut dans le ciel. Chaque fois que le dragon faisait surface, le ciel se remplissait de nuages noirs et de cendres qui bloquaient les rayons du soleil. Des champs de soja et de riz entouraient le village. La plupart des années, les cultures étaient abondantes et brillaient à la lumière du soleil. Mais cette année-là, les plantes mouraient et les villageois avaient peur de manquer de nourriture pour passer l'hiver. Il fallait que quelqu'un parle au dragon et lui dise d'arrêter de remplir le ciel de fumée. Haruto a fait une pause dans son histoire. Je vous raconterai la suite plus tard. Nous devons reprendre notre ascension. Si nous ne reprenons pas notre chemin, nous risquons de ne pas arriver à temps. Même si j'avais hâte d'entendre la suite de l'histoire, je n'avais pas vraiment envie de gravir la montagne avec lui. J'avais peur qu'il me ralentisse. En fait, il devait avoir près de 80 ans, mais il m'avait dit qu'il l'avait déjà gravi de nombreuses fois. Il savait sûrement mieux que moi combien de temps il fallait pour arriver au sommet. Nous avons alors repris notre ascension. Je marchais devant lui. Toutes les minutes environ, je devais m'arrêter pour l'attendre, car il avançait à faible allure, en gardant toujours une main posée sur son dos. Au bout d'une demi-heure,
j'étais à bout de souffle et mes jambes commençaient à trembler. Haruto, lui, ne montrait aucun signe de fatigue. Même lorsqu'il me racontait des anecdotes sur la montagne, il parlait sans laisser paraître le moindre signe d'essoufflement. Aimeriez-vous entendre la suite de l'histoire ? M'a-t-il demandé. J'ai pris un instant pour reprendre mon souffle avant de lui répondre, pour ne pas qu'il voie à quel point j'étais hors d'haleine. Oui, s'il vous plaît, lui ai-je répondu. Cela me fera penser à autre chose. Les anciens du village organisèrent une réunion pour décider quoi faire du dragon. Pour eux, il n'y avait qu'une solution. Le guerrier le plus courageux du village devait grimper en haut du mont Fuji et abattre la bête. Ils discutèrent longuement pour élire le guerrier le plus courageux du village. Finalement, ils choisirent Komatsu Isaki, un samouraï qui avait plus de 25 ans d'expérience sur le champ de bataille. Les anciens du village lui demandèrent s'il était d'accord pour aller tuer le dragon. Le guerrier se mit à rire et leur répondit qu'il n'en ferait qu'une bouchée. Lorsqu'il était jeune, ce guerrier avait vaincu une armée entière avec une seule main. Un dragon ne lui faisait pas peur. Le lendemain matin, Komatsu se mit en route, en direction du sommet, son épée accrochée à sa ceinture et les yeux rivés vers les nuages au-dessus de lui. Il lui fallut presque toute la journée pour atteindre enfin le sommet de la montagne. Une fois en haut, il regarda dans le cratère et cria le nom de Kemuri. Le dragon s'éleva en déroulant son corps anguiforme et fixa le guerrier. Sa respiration sentait le charbon brûlé et des moustaches pendaient de chaque côté de sa bouche comme des rubans. Komatsu dégaina son épée et la souleva devant l'immense créature. « Je suis venu te tuer » cria-t-il. Le dragon leva la tête vers le ciel, cracha des flammes dans les airs et hurla si fort qu'on l'entendit d'un bout à l'autre du continent. Le samouraï lâcha son épée et descendit la montagne en courant aussi vite qu'il le pouvait pour regagner le village. Nous avons fait une nouvelle pause avec Haruto pour manger un morceau et nous habituer à l'altitude. J'avais la tête qui tournait à cause du manque d'oxygène et mon ventre gargouillait. J'ai mangé une boulette de riz. Les nuages semblaient flotter à quelques mètres de nous seulement. La veille, il faisait près de 30 degrés lorsque j'attendais mon bus à la gare de Shinjuku. Sur la montagne, je tremblais sous mon manteau. Il ne devait pas faire plus de 5 ou 6 degrés. La brume épaisse qui nous entourait était fraîche contre ma peau et je distinguais des gouttelettes d'eau dans le faisceau de lumière de ma lampe de poche. Haruto a séparé une orange en deux et m'en a tendu une moitié. Je n'avais jamais goûté une orange aussi fraîche. Le jus était sucré et j'en ai savouré chaque morceau. Quand nous nous sommes remis debout, mes jambes tremblaient sous mon corps. Je ne savais pas quelle distance il nous restait à parcourir, mais j'avais peur que mes jambes me lâchent avant d'arriver au sommet. Qu'ont fait les villageois après ça ? Ai-je demandé à Haruto, qui ne semblait pas le moins du monde exténué par
par l'ascension. Le lendemain soir, les anciens du village se réunirent à nouveau pour trouver une solution à leurs problèmes. Le ciel était plus sombre que jamais, et s'ils ne faisaient rien rapidement, ils risquaient de manquer de nourriture pour l'hiver. Ils décidèrent d'envoyer la deuxième personne la plus courageuse du village en haut de la montagne pour terrasser le dragon. Le lendemain matin, un samouraï nommé Izumi Kinmochi se mettait en route en direction du sommet. Izumi n'était pas aussi aguerri que Komatsu, mais il était connu pour être l'un des guerriers les plus courageux de tout le Japon. Quand il arriva au sommet du mont Fuji, il appela Kemuri, tout comme l'avait fait l'autre guerrier avant lui. Le dragon se faufila jusqu'au sommet du volcan et sortit la tête par le cratère. De la fumée noire sortait de ses narines. Il grogna et Izumi lâcha son épée. Avant même que le dragon n'ait eu le temps de cracher des flammes dans le ciel, Izumi s'enfuit en courant aussi vite que possible. En le voyant revenir au village sans son épée, les anciens commencèrent à paniquer. Si les deux hommes les plus courageux du village n'avaient pas réussi à tuer la bête, personne ne parviendrait jamais à les protéger de Kemuri. Nous avons fait une troisième et dernière pause avant d'arriver en haut de la montagne. Je ne voyais toujours pas le sommet, mais j'avais le sentiment qu'il n'était plus très loin. J'ai dévoré rapidement une poignée de dattes que j'avais achetées la veille à Tokyo et j'ai frotté mes jambes fatiguées. Le vieil homme ne semblait pas du tout exténué. En fait, on aurait même dit qu'il était de plus en plus vigoureux au fur et à mesure qu'il marchait. De mon côté, chaque muscle de mon corps me faisait souffrir. « Vous êtes prêt ?» m'a-t-il demandé après quelques instants. J'ai hoché la tête et nous nous sommes remis en route pour la dernière étape de notre trajet. J'étais si fatigué que je devais pousser avec mes deux mains sur mes cuisses à chaque pas. J'ai appelé Haruto. J'espère que vous allez me raconter la fin de l'histoire. Sans ça pour penser à autre chose que la montagne, je risque de ne pas y arriver. Il se mit à rire et se racla la gorge. Les anciens se réunirent afin de décider quoi faire du dragon. La fille d'un des samouraïs s'était glissée dans l'encadrement de la porte pour écouter leur conversation. Elle n'avait que 8 ans, mais elle savait que le village courait un grand danger si personne ne venait à bout de la créature. Contrairement aux deux samouraïs qui avaient gravi la montagne, elle décida qu'il fallait aller parler au dragon pour lui demander pourquoi il tapissait le ciel de fumée. Plus tard, dans la nuit, pendant que ses parents dormaient, elle remplit un sac de boulettes de riz et de poissons, puis elle se lança à l'aventure. Il lui fallut 2 jours pour arriver en haut de la montagne. Une fois au sommet, elle appela Kemuri. Le dragon se faufila hors du cratère comme il l'avait fait pour les 2 guerriers qui avaient osé l'approcher. Il pencha sa tête vers la fillette, qui pouvait à présent
sentir la chaleur qui s'échappait de ses narines. « Ô grand Kemuri, lui dit-elle, je suis venue te demander pourquoi tu couvres notre village de fumée. » Le dragon grogna et expliqua à la petite fille qu'il avait une épine coincée entre les dents. Il avait tout essayé, mais rien n'y faisait. Il n'arrivait pas à la retirer. La fillette ramassa l'épée qu'Izumi avait laissée derrière lui et demanda à Kemuri d'ouvrir la bouche. Le dragon ouvrit sa gigantesque mâchoire en grand. Il avait un cerisier entier avec les racines et les feuilles coincées entre les dents de devant. Par miracle, la fillette réussit à dégager l'arbre de la bouche de Kemuri à l'aide de l'épée. Le dragon laissa s'échapper un soupir de soulagement et remercia la jeune fille pour son aide. « Tu veux bien arrêter de remplir le ciel de fumée maintenant ?» lui demanda-t-elle. Le dragon lui répondit qu'il allait rejoindre le fond de sa tanière sous la montagne pour y faire une longue sieste et qu'il comptait bien dormir 10 000 ans ou plus. La fillette retourna au village pour annoncer la bonne nouvelle. Le temps qu'elle redescende de la montagne, les nuages noirs du dragon s'étaient déjà dissipés et le ciel avait commencé à s'éclaircir. Les villageois prirent la fillette sur leurs épaules et fêtèrent leur liberté retrouvée. Aujourd'hui encore, les habitants du village célèbrent le jour où le dragon s'est endormi en jetant des poignées de fleurs de cerisier au vent. Je suis content que cette histoire se termine bien, ai-je dit. Enfin, après 6h30 de marche, le sol de la montagne commençait à s'aplanir. Je ne distinguais presque rien dans l'obscurité, à part les silhouettes de centaines de personnes emmitouflées sous leur couverture en train de boire du thé dans leur thermos. Je me suis assis avec Haruto au bord du cratère et nous avons regardé le soleil se lever au-dessus des nuages. D'abord, une légère lueur orange est venue marquer les contours des nuages. Puis, alors que le soleil faisait doucement son apparition, la lueur orange a commencé à remplacer les teintes violettes du ciel nocturne. Le ciel s'est métamorphosé en un décor spectaculaire, teinté de rose, avant de prendre finalement des nuances dorées au petit matin. J'ai pris une profonde inspiration en gardant mon regard fixé sur le soleil levant. J'avais parcouru un long trajet pour admirer ce spectacle magnifique. Je ne savais toujours pas ce que je voulais faire de ma carrière, mais pour le moment, je me sentais apaisé. Il n'y avait pas d'oiseaux, pas de nuages, pas de plantes. J'avais le sentiment d'être assis au bord du monde. Devant ce paysage sublime, j'étais persuadé que tout irait pour le mieux. J'ai fermé les yeux et j'ai pris une profonde inspiration, tandis que le soleil réchauffait mon visage.